Donc, à vous. Je me tourne vers vous ce soir pour récolter votre parole et justement discuter ensemble. Alors, la première question, donc c'est la même pour tout le monde, elle est très simple, limpide et claire. Quelles sont les propositions de votre groupe pour réduire la fracture numérique et garantir l'accès aux administrations? Alors, je vous rappelle que vous disposez de 15 minutes pour l'ensemble du débat, de 5 minutes maximum par question, pour mes questions, donc il y en aura 2, là c'est la première. Et puis il y aura les questions du public. Et je vous demanderai d'être écoutez-moi, d'être hyper concret et concrète dans vos réponses, de ne pas revenir sur les enjeux, parce qu'on vient de réexpliquer, pas les chiffres, pas les enjeux, pas d'exemples, des réponses hyper concrètes et des solutions. Et si besoin, je vous couperai et vous relancerai pour gagner en qualité dans ces échanges. Merci beaucoup de jouer le jeu et de participer ce soir. Alors je propose de commencer avec vous, Michaël Bossart, puisque l'avant-projet d'ordonnance est porté par le ministre Claire Tailly de défi. Quelles sont les propositions de défi pour réduire la fracture numérique et garantir l'accès aux administrations? Et vous n'avez... Parfait. Merci beaucoup, merci aux intervenants, merci pour les exposés qui sont vraiment très, très intéressants. Et vous l'avez dit, on est dans un débat qui dépasse l'ordonnance. Quelle est la vision de la société de demain avec l'intégration du modèle numérique? Moi, je ne suis pas suspect parce que je suis président d'un club de football et je sais ce que ça veut dire de remplir des pages et des pages pour recevoir des subsides. Et c'est vrai que de temps en temps, quand il y a un peu de numérique, ça me facilite la vie, ça facilite la vie à des bénévoles qui travaillent à mes côtés. Donc je pense qu'on doit trouver justement ce bon équilibre entre, et c'est là où, voilà, vous l'avez dit, c'est l'équilibre entre comment on lutte contre finalement le problème d'accès au numérique, l'usage, et puis savoir aussi qu'on ne peut pas remplacer un contact humain. Voilà. Pas le nier, et en tout cas à titre personnel, et Bernard Cleffailly n'est pas suspect non plus, bien le bourgmestre de longue date à Scarbeck, et il sait ce que ça veut dire être proche de la population, on sait ce que ça veut dire, que c'est pas le projet de société du tout au numérique, on ne porte pas ça. Et donc c'est pour ça qu'avec le gouvernement, on a déjà développé des mesures, comme par exemple le plan d'appropriation numérique, où on a débloqué des moyens pour que justement les administrations puissent être au plus près des préoccupations, des attentes des citoyens. Et c'est vrai qu'ici, avec l'ordonnance, on arrive avec quelque chose qui fait aussi contrepoids. Je vous donne un exemple. On a un grand débat en commission des affaires économiques sur l'accès au cash via les banques, les distributeurs de billets, via finalement ce que font les banques. Elles dématérialisent les choses et donc il n'y a pas de cadre. Juste pour insister là-dessus, il n'y a pas de cadre. Et ici, cette ordonnance fait en sorte qu'on puisse avoir justement un cadre pour empêcher finalement qu'il n'y ait plus de services aux citoyens, de services publics de qualité comme on disait. Donc ça, il faut le tenir en tête parce que ça, c'est un élément dont on est vraiment très attentif, c'est de garder un juste équilibre et c'est là où on doit aller. C'est ça le sens de la direction et c'est aujourd'hui ce que vous avez dit aussi dans les propos, c'est de se nourrir du débat ici en première lecture qui a eu lieu sur l'ordonnance et puis maintenant il y aura une deuxième lecture avec justement les avis qui sont reçus et l'intégration des dispositifs pour encore mieux accompagner cette transition. Et donc concrètement, quelles sont les propositions pour réduire la fracture numérique? Je l'ai dit, donc le plan d'appropriation numérique qu'on a lancé, ça c'est un élément. Qui existe déjà. Mais c'était déjà, on a doublé les moyens parce que c'était pas assez suffisamment pour nous pour pouvoir renforcer l'accès aux citoyens pour pouvoir se débrouiller, pour trouver des astuces pour arriver à avoir un service de qualité. Et puis il y a tout le débat au niveau de l'enseignement. Je veux dire, au niveau de l'enseignement,
quand on ne travaille pas dès le départ sur l'intégration du numérique, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Vous voyez le formule chat GPT, là c'est encore pire parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a derrière. Eh bien, il va falloir qu'on équipe, qu'on outille les profs et les directions d'école et aussi les parents. Donc ça, c'est une priorité. Donc ça, concrètement, c'est qu'au sein même de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on travaille absolument pour qu'on ne tombe pas dans un autre virage du tournant qu'on n'arrivera pas à sentir, c'est-à-dire de pouvoir, dès le plus jeune âge, gérer l'intégration du numérique dans l'éducation. Mais donc là, c'est un autre niveau de compétence, mais donc concrètement, vous, qu'est-ce que vous faites dans le plan d'appropriation? Est-ce que vous faites plus concret, des actions plus concrètes qui sont mises en place pour réduire la fracture numérique? Alors, c'est le but de ce soir, hein, c'est d'être concret. Je suis désolée, je vais insister là-dessus toute la soirée. On veut absolument faire en sorte qu'il y ait une universalité des accès donc, au niveau du numérique par les administrations. Donc ça a été Mais comment intégré. Concrètement? Eh bien, on ne veut pas que les administrations délèguent leurs responsabilités. Ça veut dire que les administrations, elles sont responsables et donc justement, dans le cadre de l'ordonnance, on veut justement insister sur ça, sur l'alternance entre un service fait au numérique, mais une garantie d'avoir toujours un accès à l'administratif, du support écrit. Et je peux donner un exemple. Dans le cadre des primes Révolution, on avait vu qu'il y avait un problème parce que l'accès n'était que numérisé. Et nous-mêmes, on a demandé qu'on puisse contrecarrer cela en ayant un accès avec vraiment un service aux citoyens en direct par un toutes les administrations auront l'obligation d'avoir une solution accessible en présentiel. Tout à fait. Donc ça, c'est Ah oui, c'est une obligation que nous, on veut porter, c'est-à-dire qu'on veut faire en sorte qu'il y ait dans l'ensemble des services, quand on fait un travail qui se fait au niveau du numérique, eh bien, qu'il y ait toujours une alternative. Mais quelle alternative? Eh bien, c'est d'avoir un service en direct avec, soit par le biais d'un guichet physique, soit par le biais d'autres moyens de contacter l'administration. C'est ça que je veux dire. Et donc ça, ce sera écrit clairement? Alors, c'est pas clairement dans un des articles, mais c'est dans l'exposé des motifs. Mais c'est important, c'est dans l'exposé des motifs. Et donc ça, c'est déjà une première valise. Ça, c'est super important. Après, on va arriver au niveau local, parce qu'on sait que les communes, elles ont leur autonomie, mais elles doivent aussi pouvoir toujours, et ça, on y est fort attaché, qu'il y ait toujours un accès direct, que les citoyens peuvent aller dans leur administration pour pouvoir bénéficier d'un service quel qu'il soit. Donc vous allez définir accès direct très clairement ce que ça veut dire. Ah oui, on doit pouvoir. Alors, les communes, le nombre de jours, les heures. Les communes, c'est déjà dans la nouvelle loi. QR code. C'est déjà dans la nouvelle loi communale, donc ça c'est important. Et ensuite, il faut effectivement qu'au travers de cette ordonnance, on va pouvoir justement renforcer cette responsabilité auprès des communes, auprès des acteurs, qu'ils soient régionaux, dans le para-régional, de faire en sorte qu'on puisse avoir toujours ce juste équilibre entre une voie du numérique et une voie directe physique. Mais ça se lit c'est dans l'intention de législateur. Voilà. Merci. J'espère que vous enregistrez. Ok. Oui. C'est bon. Bonsoir à tout le monde et merci d'être venus si nombreux pour ce débat. Mais donc, comme vous l'avez dit, on a récemment basculé dans un autre monde. Donc, juste après le Covid, on a eu beaucoup de services qui ont eu du mal à réouvrir. Et encore maintenant, on voit qu'on avait accès à des guichets sans rendez-vous facilement dans nos communes avant pour aller chercher notre carte d'identité, peu importe. On voit que ça s'est beaucoup compliqué depuis lors. Et donc voilà, pour ne pas tourner autour du pot, ce que nous on demande, c'est les revendications qui sont portées par toutes les associations qui se mobilisent, c'est effectivement de maintenir des guichets avec du personnel physique dans nos administrations. Et j'insiste vraiment sur l'aspect aussi guichet où il y a vraiment une personne qui est là pour accueillir. Alors il ne faut pas forcément que ce soit tous les jours, mais au moins une fois par semaine, je pense qu'il doit y avoir accès sans rendez-vous. Et donc ça, c'est spécifié une fois par semaine, vous voulez que ce soit... Par exemple, je n'ai pas réfléchi en termes de nombre de fois par semaine, mais ça me semble important qu'il y ait au moins une journée par semaine où il y ait des guichets sans rendez-vous. J'insiste là-dessus parce que maintenant, pour prendre rendez-vous à une commune, vous devez aller le faire sur Internet. Et donc, ça dépend des communes. Oui, mais voilà, ça arrive déjà.
Et donc c'est déjà compliqué pour les personnes. Retrouver un numéro de téléphone pour appeler justement le service que vous voulez avoir, maintenant c'est caché parfois, donc ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a plus de bottin. On va pas parler de bottin. Mais je Mais en fait, oui, parce que même ça, même si vous avez encore des guichets avec des personnes, même le fait de prendre rendez-vous se complique. Rien que ça, et ça ne va pas. Le fait aussi d'avoir des personnes au téléphone facilement, donc que ce soit dans nos administrations, mais aussi au niveau des banques, maintenant vous devez quasi prendre un demi-jour de congé pour avoir quelqu'un au téléphone. On vous renvoie dans 36 services avant que vous ayez quelqu'un. Et donc oui, toutes des démarches qui compliquent, on en parlera encore tout à l'heure, mais l'accès au droit aussi forcément. Et alors pour réduire la fracture, quelles sont les solutions que vous proposez la fracture? Alors juste pour finir là-dessus, parce que ça fait quand même partie de la réduction de la fracture numérique, parce qu'on a commencé la discussion aussi pour dire qu'on n'est pas forcément contre le numérique. Donc dans la mesure où ça dégage du temps pour les agents dans les administrations, ce temps doit être accordé alors à pouvoir aider les gens et certainement pas à remplacer les agents, parce que ça c'est la grande crainte qu'on a évidemment avec l'outil numérique. Alors, pas trop de chiffres, mais quand même important pour réduire la fracture numérique, c'est qu'il y a quand même 18% des ménages qui ne disposent pas de connexion Internet à la maison, donc ça vient aussi du baromètre. Et certainement à Bruxelles, donc je vais juste les citer, cette situation évolue peu à Bruxelles. Pour la Fondation, cette faible évolution est liée au coût qui continue de constituer l'un des principaux freins à l'obtention de connexion Internet à domicile, en particulier en période de crise. Et donc là, on a une demande aussi très claire d'avoir un accès à Internet gratuit le plus possible. Alors évidemment, dans les espaces publics et tout, c'est quelque chose qui peut facilement être fait. Mais on a aussi des expériences, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est quand même pas le pays au monde qui s'occupe le plus de sa population. Et pourtant, dans les zones rurales, où il n'y a pas de gros opérateurs privés, ils ont mis en place un accès à Internet de manière locale. Donc si les États-Unis peuvent le faire, j'imagine que la Belgique, qui a encore un opérateur public, a la possibilité aussi de le faire. Donc Proximus est en train d'installer la fibre un petit peu partout. Donc c'est une demande qu'on a aussi de pouvoir avoir accès gratuit à Internet, et certainement pour les gens les plus précarisés, qui ont du mal à payer des factures. Alors il y a un aspect, une dimension genrée aussi importante à avoir, je pense, parce que quand on voit les chiffres aussi qui sont donnés, on a donc les femmes qui disposent de plus faibles compétences numériques, et l'écart entre les hommes et les femmes s'est encore creusé entre 2019 et 2021, donc là aussi il y a quelque chose à faire. Et alors l'importance évidemment de maintenir les services publics, ça pour nous c'est fondamental, parce que c'est évidemment la base pour lutter contre les inégalités dans notre société, et d'autant plus que dans les associations de terrain nous l'ont bien dit aussi, ils passent beaucoup de temps maintenant à aider les gens à développer ou à avoir ne fût-ce qu'accès à simplement des documents, parce qu'avec le numérique ça c'est compliqué, c'est pas dans leur mission de base. Mais donc pour réduire la fracture, parce que vous avez parlé de la fracture. Oui, mais donc il y a maintenant les guichets, il y a les lignes téléphoniques, il y a accès à Internet gratuit, il y a aussi évidemment les formations qui doivent être accordées aussi aux gens qui ont du mal. Et là, insister aussi qu'il faut beaucoup d'humains, parce que donc on nous a expliqué qu'il faut 30 heures au moins pour ne fût-ce que donner les bases pour avoir accès au numérique. Donc là aussi, il faut renforcer évidemment tout le côté humain et des gens qui puissent former. Dans les EPN. Dans les EPN, entre autres, oui. La petite souris me dit que votre temps est imparti. Et alors, juste une dernière chose aussi, c'est aussi pouvoir donner accès à du matériel, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont maintenant avec des smartphones, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles uniquement avec des smartphones. Donc, donner accès aussi à des ordinateurs, notamment via les écoles, c'est important aussi. C'est vrai que l'utilisation des smartphones, c'est aussi dans les chiffres de la Fondation Roi Baudouin, les smartphones sont plus utilisés que les ordinateurs. C'est vrai. Les engagés. Bonsoir, on m'entend? Oui. Si j'appuie le bouton, c'est mieux. Donc je rappelle la question, quelles sont les propositions de votre groupe pour réduire la fracture numérique et garantir l'accès aux administrations? Tout d'abord, en vous écoutant et en écoutant des précédentes personnes qui sont venues faire l'exposé, j'ai une réflexion, c'est qu'on n'a jamais été autant connectés et autant isolés. Et des mots comme service public me parlent, mais on a oublié un mot dans service public, c'est public.
il faut qu'il y ait un intérêt pour le public. Et ce que je reproche, et je vais donner mes propositions, ce que je reproche dans cet avant-projet, c'est qu'on a oublié, et vous l'avez dit, le public, l'humain. Et c'est un peu l'oublié de cet avant-projet, j'avoue, on n'est pas contre le numérique, mais il faut qu'il y ait un intérêt pour la population. S'il n'y a pas d'intérêt pour la population, ça ne sert à rien. Et je rejoins ce qu'elle a dit sur l'évolution du progrès et l'évolution sociale. Si ça ne se rejoint pas, ça ne sert à rien. Et donc concrètement, ce que nous voulons, la solution est devant nous. On a la chance, je parle pour Bruxelles, d'avoir des EPN, donc des espaces publics numériques. Pour réduire cette fracture sociale, c'est investir sérieusement, pas pour le prendre des comptes. Structurellement, investir là-dedans. Ce qu'ils font pour l'instant, c'est qu'ils traitent la surcharge de travail des différentes administrations publiques. Pardon, je regarde, mais j'en ai des publics aussi. Excusez-moi. C'est parce que je me vois la pression. Voilà, ça me fait peur. Et donc, non, je restons concentrés. Voilà, concentré, focus. Et donc, les entreprises, excusez-moi, les administrations publiques, involontairement, déchargent leur merci auprès des EPN. C'est pas principalement leur travail. Ils sont sous-financés, ils sont en colère, fatigués, ils traitent beaucoup de choses. On demande aux EPN de connaître les procédures des différentes administrations publiques, alors que les administrations publiques connaissent uniquement la leur. Et donc, c'est comme un mensonge. Il n'y a pas que les EPN qui sont oui, il y a aussi naturellement. tous les services sociaux qui se retrouvent à créer des Tout à adresses fait. email et des comptes XMI. Je suis d'accord avec vous. J'ai travaillé pendant 2 ans au sein de la mutualité chrétienne en front office. Donc, on m'occupait des personnes et des gens qui viennent vous voir. C'est rarement pour dire bonjour, c'est qu'il y a un problème. Et donc, le contact humain est primordial. C'est un non-sens. Je pense à ma grand-mère, par son âme, qui venait dans une mutuelle, ou une mutualité, qui voulait prendre un rendez-vous. Elle téléphonait, elle arrivait à joindre personne, elle venait sur place, on lui dit écoutez, on va prendre rendez-vous, mais allez sur internet pour prendre rendez-vous. Elle est là. Elle est là. Ouais, donc il faut prendre rendez-vous. Mais juste, pardon, c'est moi qui vous ai coupé, mais pour revenir aux EPN, vous parlez de financement structurel Ah oui, structurel. des EPN. Naturellement, ici on donne des financements pour chacun qui n'aident pas, ça permet de les calmer. Donc vous proposez Un financement structurel. de la quarantaine de PN en région bruxelloise. Exactement, qui doivent être viabilisés là, naturellement. Ici, donc, concrètement, on demande à ce que chaque administration publique ait entre 20 et 40 heures obligatoires de guichet humain. Pas un guichet numérique à la porte, voilà, un vrai guichet avec une personne, un être humain en face de soi, qui pourra voir les subtilités de la demande. On ne peut pas tout expliquer via Internet. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire, quand on visite différentes plateformes d'administration publique, l'arborescence est tellement parfois dense qu'on ne s'y retrouve pas. Et une assistante sociale m'a avoué qu'elle a dû faire appel à une personne qui travaillait auprès d'une association publique, qui elle-même ne savait pas où il fallait chercher le formulaire concerné. Donc c'est un peu compliqué, il faut une simplification. Je comprends le but du ministre Claire Failly, ici qui n'a pas le bon rôle, mais qui est aussi naturellement ministre de la transition numérique, qui pour moi, la transition pour moi est un non-sens. C'est comme si c'était temporaire et linéaire, alors que non, il y aura toujours des nouvelles technologies. Donc, ministre de la transition numérique, pour moi, c'est un non-sens, il faudrait changer de mot. Mais voilà, ici, en tout cas, les propositions que l'on amène, c'est en tout cas, on pourra voter l'avant-projet que si et seulement si il y a, différents points, mais en tout cas, le financement structurel est important, de supprimer l'article 3, je vais arriver, chapitre 17, merci, qu'il faudra supprimer, en l'occurrence, faire en sorte que les associations qui sont financées à 50% doivent aussi avoir un site internet. Pour moi, on parlera de la signature dans la deuxième question, mais donc moi, si je retiens bien votre pensée, et on va passer à votre voisine pour Écolo, c'est donc ouverture des guichets de 20 à 30 heures par semaine 40 et des financements structurels des EPN. Paris Data, nous vous écoutons. Oui. Voilà, bonsoir à tous et tous. Très heureuse d'être ici parmi vous. Mettez bien vos questions, on essaiera d'y répondre avec le temps imparti.
je veux aussi vraiment remercier les organisateurs, Lire et Écrire, le collectif, ce qui nous arrive. Alors, pour le groupe écolo, en fait, rien ne pourra jamais remplacer l'humain, en fait. Ni le web, ni les applications, ni les caisses automatiques. En fait, l'humain est vraiment la dominante même de nos politiques, c'est-à-dire réinvestir dans l'humain de manière générale, parce qu'aujourd'hui, on a choisi de parler d'une thématique particulière, mais on ne dira jamais assez choisir de... C'est aussi une volonté politique de choisir, de mettre nos politiques dans l'humain. Alors concrètement, parce qu'il ne faut pas revenir sur les constats, concrètement, nous souhaitons absolument non seulement maintenir les guichets, mais maintenir les guichets, ça veut dire ceux qui restent encore aujourd'hui accessibles. Parce que vous allez me dire, ils disparaissent tellement, mais qu'est-ce qu'on va encore maintenir? On veut évidemment maintenir les guichets qui sont encore existants, mais on veut surtout renforcer et développer des guichets dans des administrations au sein desquelles en fait, les guichets ont disparu. C'est-à-dire que pour chaque administration publique, d'intérêt public, qui doit rendre un service d'utilité générale ou d'intérêt général, il faut obligatoirement, ce n'est même pas une question de choix, parce que c'est une obligation qui en fait, incombe aux administrations publiques, il faut que ce service physique, avec des personnes en suffisance, en nombre, hein, parce que parler de guichets physiques disponibles c'est une chose, prévoir les moyens à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire le nombre de personnes suffisantes au vu des besoins, parce que peut-être qu'une administration en aura peut-être plus besoin que d'autres. Et donc, c'est vrai qu'on a réfléchi, mais finalement, combien d'heures par semaine? On pourrait, par analogie, prendre l'exemple de ce qui existe aujourd'hui dans le réseau associatif. On sait qu'on impose à des associations aujourd'hui, par exemple, pour être subsidiées, je pense notamment au secteur de la cohésion sociale, de réaliser, par exemple, 20 heures de semaine de permanence socio-juridique. C'est un secteur que je connais bien parce que j'y ai travaillé avant d'être députée. Et si on arrive en fait à imposer à un secteur associatif, en particulier 20 heures, on l'impose, sinon on n'a pas de subside. On pourrait au moins l'exiger des administrations publiques. Mais je pense que c'est au cas par cas d'imposer un nombre d'heures en fonction. Je pense aussi, et surtout, c'est aussi quelque chose à construire, à co-construire avec les personnes concernées, avec les associations qui les représentent, avec les syndicats. Moi, je n'ai pas la prétention de dire, en fait, il faut autant d'heures. Ce qui pour moi est important, c'est qu'on maintienne ces guichets, qu'on les renforce et qu'on les développe là où il n'y en a pas. Dans toutes les administrations. Dans toutes les administrations publiques. Pour moi, c'est non négociable. Mais pas seulement les guichets physiques. On a parlé des lignes téléphoniques. Moi-même, je suis confrontée en fait. Pas seulement ma maman qui est analphabète, pas seulement mon papa qui connaît des inégalités numériques ou d'autres personnes. En fait, c'est tout le monde nous-mêmes en fait. Donc il faut arrêter d'opposer les 46% de la population qui seraient concernés et pas les autres. En fait, vous êtes toutes et tous concernés tous les jours dans notre quotidien. On l'a vu pendant le Covid. Moi, j'ai détesté télécharger des applications pour mille et une raisons. Et donc, je voudrais aussi, et le Parti écolo insiste sur le maintien, enfin, il faut que ces lignes téléphoniques puissent à la fois continuer d'exister, mais aussi en qualité. Parce que si c'est pour, en fait, appuyer sur la touche 1 pour avoir tel accès, et puis continuer, en fait, à faire l'option 1, et puis l'option 2 ou l'option 3, je crois que ce déroulant, on doit absolument revoir ce parcours du combattant pour toute personne qui souhaite, en fait, avoir une personne au bout du fil. Si après l'option 1 ça décroche, c'est déjà bien parce que parfois ça raccroche en disant il y a trop de personnes sur la ligne. Tout à fait. Nous souhaitons aussi, Union l'a dit dans son étude, hein, parce qu'il lui a rappelé que aujourd'hui la digitalisation croissante de la société, mais aussi la numérisation des services, constitue aussi une discrimination, parce qu'en fait, elle conduit à avoir un traitement différencié. Et donc pour lutter contre la fracture numérique Mais donc pour lutter contre la fracture numérique, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire, mais c'est aussi, comme je vous dis, outiller en fait les personnes pour pouvoir avoir accès, parce que c'est bien de pouvoir leur donner en fait des outils, des PC, enfin, du matériel, encore faut-il l'utiliser. Donc pour cela, ça demande des moyens financiers pour pouvoir accompagner ces personnes. Concrètement, qui fait ce travail aujourd'hui? En fait, c'est vous. Ce sont les associations qui suppléent aux carences des pouvoirs publics. Et donc, si on estime que l'association, parce qu'elle a une expertise, elle est la mieux habilitée à pouvoir le faire, eh bien, il faut des moyens. Non seulement financiers, mais en humain. Mais attention de ne pas tomber dans le piège que le secteur associatif, les syndicats, toutes les personnes qui accompagnent ne doivent pas aussi... Enfin, on ne devrait pas arriver finalement à une démarche de substitution. Le politique, les pouvoirs publics doivent continuer à en fait, rendre ce service. En fait, pour pouvoir lutter contre le non-accès aux droits et le non-recours aux droits, il faut que simplement les administrations publiques continuent de jouer leur rôle de service. Oui, c'est ça, pas tout reléguer aux associations. Merci. Désolée, je vous ai beaucoup tourné le dos, mais la parole est à vous. Toujours la même question. Petit vite. Alors, je vous pardonne de m'avoir tourné le dos. Bonsoir à toutes et tous. Je voudrais remercier les oratrices parce que
Je pense que la présentation était parfaite et moi je voudrais simplement dire que je fais bien le combat du collectif parce que je suis convaincu qu'il faut plus de proximité. Et en écoutant l'exposé de Madame Rothkorn, je me rappelais la fermeture des postes dans beaucoup de communes. Et j'ai un peu l'impression qu'on est dans ce mauvais chemin qui a été lancé il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, on est en train de priver les citoyens d'un contact physique, d'un rapport humain au sein des administrations, avec ces administrations, et pour moi, donc, c'est essentiel. Donc j'entends dans les différents intervenants qu'il y a une évolution. J'ai beaucoup de plaisir en tant que mon collègue de défi dire qu'il faut des guichets physiques. Je crois que c'est ça qui manque dans l'ordonnance présentée aujourd'hui au Parlement bruxellois, et donc c'est une bonne évolution. J'entends Madame Tahar qui se mobilise beaucoup, il faut une présence physique. J'espère que la SNCB rouvrira certaines gares parce que c'est vraiment essentiel. Moi je prends le train tous les matins et je vois qu'aujourd'hui on ne sait plus acheter un ticket dans le train. Donc quelqu'un qui a de la monnaie sur lui, c'est impossible d'acheter un ticket. Il faut être du côté du bon quai, donc en fonction du quai où vous allez, vous devez traverser les voies. Monsieur, donc, quelles sont les propositions? Alors les propositions, on arrive aux propositions. Il faut évidemment une formation au niveau du numérique, parce que c'est évidemment essentiel, et je pense que ça peut soulager l'administration et dégager d'autres moyens. Donc en soi, l'ordonnance a sa bon, c'est quel cadre, comme on l'a expliqué. Il faut pour ça renforcer les EPN. Aujourd'hui, en région bruxelloise, il y a 10 ou 11 emplois temps plein pour l'ensemble des EPN. Les autres emplois sont des emplois précaires, ce qui veut dire que les personnes qui travaillent dans les EPN, chaque année, se demandent si leur contrat va être oui ou non renouvelé. Les budgets des EPN, il n'y a pas de garantie de pérennité. Il faut évidemment stabiliser ça, il faut que tout le monde avance avec le numérique. Mais le numérique... Des financements structurels des EPN et pas par les appels à projets comme c'est le cas pour l'instant. Tout à fait, voilà. Mais le numérique ne doit pas devenir, j'avais un peu l'impression que c'est la machine qui allait prendre le dessus sur l'homme. Je pense que c'est l'homme qui doit pouvoir se servir de la machine et ça doit être une application qui est l'exception dans le contact au niveau de son contact avec l'administration. Je ne vais pas vous dire qu'il faut ouvrir 20 heures, 30 heures semaine, ça dépend un peu de chaque administration. Il faut en tout cas qu'il y ait un nombre de guichets suffisant, avec un personnel qui est à l'écoute, avec un accueil. Je crois que c'est vraiment important pour orienter les gens. Il ne suffit pas, comme les banques nous le font, dire voilà, il faut 1 ou 2 bancs contacts et vous attendez 3 quarts d'heure pour itérer 20 €. Ça, c'est inacceptable. Dans les administrations, il faut des guichets disponibles. Alors, on me cite souvent l'exemple, quand on discute avec les ministres, oui, mais aujourd'hui, c'est un succès fou, la déclaration fiscale par Internet. Mais qu'est-ce qui se passe, la déclaration fiscale par Internet? Les gens qui ne s'en sortent pas demandent à leurs voisins, vont dans les administrations communales où l'administration organise les contacts pour aider les gens à remplir leurs déclarations, ou vont vers les EPN. Et ce n'est pas à l'associatif à pallier la carence de l'administration. Donc il faut investir dans nos services publics de manière générale. Donc, je résume votre pensée, ouverture des guichets et financement structurel des EPN. C'est bien ça. Merci. Donc, Clémentine Barzin, nous vous écoutons pour le MR. Merci, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je trichais. Non, ça ne marche pas. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens aussi à remercier les oratrices ce soir qui ont bien situé l'enjeu, Madame Kopitiers et Madame Rothkorn, ainsi que toutes les associations qui sont aussi présentes et qui se mobilisent. L'engagement, c'est important. Alors moi, je ne vais peut-être pas avoir une envie de vous plaire comme ça, a priori tout de suite. Et j'ai quand même envie aussi de dire que l'Internet, qui est là depuis 20 ans dans notre société, qui est devenu aussi numérique, en partant d'informatique, mais de numérique aujourd'hui, c'est aussi une partie de la modernité. Ça facilite les échanges économiques. Je crois que personne dans la salle trouve que Internet doit être supprimé. Mais je veux simplement dire que dans les discours
aussi, c'est vrai qu'on sent bien qu'on n'ose pas tellement le dire. Moi, je dis quand même effectivement que quand on parle d'équilibre, il faut aussi souligner cela, et je me permets de le rappeler, que ça permet aussi, ça facilite une vie associative. Je veux dire, si maintenant l'IRE Écrire a un site internet qui permet de donner rendez-vous pour des conférences, c'est important aussi. Recevoir des newsletters, etc. Mais Internet a beaucoup de vertus, mais revenons sur la digitalisation de la pensée, parce que voilà, juste terminé. Et puis pour les services publics, c'est vrai que ça donne aussi un accès à des heures qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller au guichet, qui est parfois très très réduit dans les heures de travail, etc. Il y a un accès très rapide. Donc ça, c'est quand même des avantages aussi. Pendant la crise Covid, on a travaillé grâce aux visioconférences. Voilà, on s'est vu, on a quand même vu des années on devait rester chez soi, on était confinés, etc. Quand j'ai dit ça, j'ai évidemment pas tout dit, puisque le souci d'équilibre est évident. Et nous voulons un rapport beaucoup plus balancé entre la dématérialisation et évidemment le maintien d'un caractère humain. Je vais simplement faire ce préalable. J'ai une mini parenthèse parce que ce mot dématérialisation me rend un peu malade. On parle de dématérialisation, mais Internet c'est matériel et les données c'est matériel et le matériel pour utiliser Internet c'est matériel. Donc je pense que c'est un peu, parfois ça fait partie de cette propagande du congrès. Je ne suis pas du tout contre Internet, mais je pense que dématérialisation trompe un peu parfois le débat. Mais je vous écoute. C'est un débat intéressant. Merci beaucoup. On pourrait en discuter. Une discussion qu'on pourrait avoir par ailleurs. Voilà. Donc je voulais simplement dire aussi que parmi les chiffres, il y a également ce chiffre qui vient de Stephen, où 49% de la population adulte de notre pays, tout confondu, c'est important de le rappeler, n'a toujours pas de contact numérique avec les services publics. On parlait de 1 sur 2, c'est aussi un élément important pour cet aspect simplement de contact avec les services publics. Alors évidemment, parmi les plus vulnérables, et ils sont nombreux, il y a les personnes plus âgées. Et je voulais aussi dire que, par exemple, pour l'emploi, on est fortement actifs dans la commission des affaires économiques et de l'emploi avec mes collègues ici présents. 80% des annonces d'emploi, de jobs, se font en ligne, sont en ligne. J'ai rencontré moi-même des personnes à qui on disait suivez une formation, mais avec un ordinateur nécessaire à la maison, mais il n'y a pas d'ordinateur. Donc, attention à ces aspects-là aussi. Mais les indépendants, ils doivent remplir des formulaires pour avoir des subsides. Du coup, je vais venir, mes collègues ont été parce que de fait, vous exposez la situation de les indépendants ont du mal énormément aussi à remplir les formulaires. Aujourd'hui, 95% des gens que je rencontre parmi les indépendants qui peuvent bénéficier d'une prime d'aide énergétique ne sont même pas au courant de l'existence. Il y a 5 pages internet différentes pour pouvoir être soutenus aujourd'hui. Et enfin, effectivement, il y a des SMIC dont on parlait, ça concerne tout le monde. Alors, les propositions très concrètes que nous faisons, je ne vais pas répéter ce que les collègues ont dit, je voudrais insister sur l'accompagnement. L'accompagnement qui, aujourd'hui, est en effet absolument nécessaire et que nous soutenons. Je voudrais parler de ce qui se fait au fédéral. Nous sommes dans l'opposition à la région, l'OMR, et au fédéral, nous sommes aux responsabilités. Et le ministre de la digitalisation, Mathieu Michel, avec son département stratégie et appui, a développé il y a 1 an le brevet Connectou, avec 2 O, Connecto, qui en fait est un brevet qui vise à former les agents publics de tous les niveaux de pouvoir, c'est très très ouvert, aux enjeux de l'inclusion numérique et à l'accompagnement des citoyens. Donc concrètement, ils apprennent les différents leviers qui permettent de lutter contre la fracture numérique, de la conception inclusive des services publics à l'accompagnement des usagers. Ils apprennent les bons réflexes à adopter. Donc quand ils ont un contact, effectivement, quand on parle de contact humain, c'est aussi former les agents. Et je dis simplement les compétences qui sont les leurs quand ils disposent du brevet, la connaissance des principes clés de l'inclusion numérique, la connaissance des problématiques que rencontrent les usagers les plus vulnérables, la réalisation d'un diagnostic de compétences numériques d'un usager, l'accompagnement d'un usager dans des services publics numériques essentiels et enfin l'application d'une conception inclusive dans leurs pratiques professionnelles. Le temps de parole est arrivé, madame. Vous proposez une formule comme Connectou, mais à la région. Il est déjà ouvert à différents services publics, que ce soit fédéral et autres en fait. Les agents qui sont directement en contact, mais aussi les autres, parce qu'ils seront sans doute en contact plus tard avec des citoyens. Je veux simplement dire que 300 organisations sont déjà partenaires, donc ont des personnes dans leur personnel, des collaborateurs qui sont concernés. Nous voulons également un renforcement des EPN et enfin l'éducation. Je vous ai dit tout à l'heure, Internet, informatique et de numérique. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Ça suscite aussi des craintes. Nous voulons que dans l'éducation, il y ait aussi cette éducation à ces nouveaux langages. C'est essentiel dès le plus jeune âge. Merci. Merci.